Alors, une question. Depuis le fils Olympio, à chaque fois, l'opposition, comme les opposants africains, ont dilué les mouvements insurrectionnels des peuples africains. Si ce mouvement au Togo se dilue dans le dialogue, que faire? Alors, on se dirige tout droit vers ça, vers la dilution de la contestation populaire dans la soupe du dialogue. Et il faut rappeler ce qu'est le dialogue sous une tyrannie, dans un régime france-africain. Que signifie le dialogue? Le dialogue signifie la réunion des forces contestataires de l'ordre cannibale, de l'ordre anticonstitutionnel, de l'ordre colonial, autour d'une table, avec ceux qui incarnent cet ordre constitutionnel cannibale colonial, pour soi-disant apaiser les tensions et se partager les postes de responsabilité dans le gouvernement. Et l'aboutissement du dialogue dans un régime france-africain, c'est la constitution de ce qu'ils appellent le gouvernement d'union nationale, qui est un creuset réunissant à la fois les contestataires ou les porte-paroles de l'opposition populaire et ceux qui incarnent le régime dans un gouvernement où ils se partagent les postes et où rien de viable ne sort en faveur du peuple. Donc, c'est un gouvernement banqué. C'est un gouvernement banquet où on invite des gens à la mangeoire. Pour qu'ils se taisent, on va leur mettre quelques bouts de pain dans leur bouche pour qu'ils se taisent. Mais ça n'a jamais tué l'opposition populaire. Parce que, encore une fois, l'opposition ne peut pas être réduite au parti de l'opposition institutionnelle. Quelle que soit la décision de ces partis de l'opposition institutionnelle, l'opposition populaire va continuer. Il faut faire la distinction entre l'opposition populaire, qui est l'ensemble du peuple qui subit la dictature et la tyrannie, et les partis de l'opposition institutionnelle qui constituent une des composantes de l'opposition populaire. Donc, si on fait cette analyse-là, ça veut dire que l'opposition populaire doit s'auto-organiser ou doit pouvoir dégager des gens dans la foule qui est mobilisée pour pouvoir implémenter la stratégie populaire sur le terrain. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le peuple, au travers des personnes qu'il va dégager en son sein, doit pouvoir contraindre les partis de l'opposition institutionnelle à suivre sa logique et non à aller vers le dialogue. Ça veut dire que la logique révolutionnaire populaire demandée par le peuple, à un moment donné, doit s'imposer aux partis de l'opposition institutionnelle qui, eux, ont des agendas et qui veulent aller très vite en besogne en allant peut-être jouir d'un pouvoir qu'ils n'ont pas encore réussi à capter. Voyez? Donc, si demain, le mouvement populaire se retrouve dilué dans la soupe sans saveur d'un dialogue qui n'est qu'une stratégie du pouvoir pour s'acheter la paix, c'est que notre peuple doit se démarquer de ça. Si on en arrive là, notre peuple doit être en mesure de se démarquer de ça et s'auto-organiser. Parce que nous n'aurons pas d'autre voie. Si les partis de l'opposition institutionnelle veulent couler la voix populaire dans le dialogue, qui n'est rien d'autre qu'une ruse du pouvoir en place pour s'acheter la paix et se redéployer, dans ce moment-là, il ne restera à l'opposition populaire que sa propre prise en charge par son auto-organisation. C'est-à-dire qu'on doit faire émerger par le biais, soit de manière spontanée, soit par le biais d'élections, pour 1000 ou 500 personnes, nous devons avoir un délégué dans la masse. Et on procède comme ça pour faire émerger d'autres personnes au sein de l'opposition populaire pour conduire la lutte à sa destination finale, qui est la reprise en main des lieux qui incarnent le pouvoir confisqué de nos peuples. Donc, c'est une autre organisation. C'est une organisation alternative qui doit émerger. Et ça, nous pouvons le faire parce que régulièrement on se retrouve dans la rue. Dans la rue, on procède par élection de nos délégués, des délégués populaires qui doivent maintenant reprendre le flambeau au-delà des partis politiques qui ne sont pas incontournables, qui sont très utiles, très importants, en tout cas dans la phase actuelle. Sans ces partis, il faut leur rendre hommage. Sans ces partis, la situation serait beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus compliquée. C'est grâce à ces partis-là qu'on a
tout ce qu'on a dans la vie aujourd'hui. Mais si ces parties devraient arriver à la solution du dialogue qui va détruire tout, en ce moment-là, il faudra que la masse populaire s'auto-organise en passant par l'étape de l'élection des délégués en son sein et qui, dans un élan citoyen, vont conduire la masse sur les lieux stratégiques du pouvoir pour pouvoir reprendre tout simplement notre pouvoir de décision que nous avons collectivement perdu depuis bientôt 6 décennies. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, si je vous comprends bien, le dialogue n'apportera rien de bon. Mais bien sûr que le dialogue n'apportera rien. Nous l'avons dit 1000 fois. Le dialogue n'est pas le bon outil pour combattre une tyrannie qui est par essence la négation des droits fondamentaux d'un peuple. Et quand les droits fondamentaux d'un peuple sont en jeu, ce n'est pas par la négociation qu'on y arrive. Sur des questions mineures, où l'enjeu n'est pas fondamental, on peut dialoguer, on discute. Parce qu'il y aura un rapport de force, on va négocier les intérêts. Ici, la tyrannie, c'est la négation même du peuple. Donc, c'est une question fondamentale. Et on ne négocie pas sur les questions fondamentales. Tous ceux qui sont formés en négociation savent que les questions de principe, les questions fondamentales ne font pas l'objet de négociation ni de discussion. Nous avons en face de nous un régime qui est la négation des droits du peuple. La seule façon pour que le peuple retrouve son pouvoir de décision qui lui a été confisqué, c'est de se mobiliser, de s'organiser et de s'attaquer au pouvoir qui est en face. Il n'y a pas d'autre logique. Toute l'histoire de l'humanité regorge d'exemples depuis l'Antiquité pour montrer que les peuples n'ont pas d'autre voie que la voie de la lutte de leur libération face à la tyrannie. Oui, il peut y avoir dialogue. Oui, il peut y avoir négociation, mais après la bataille décisive qui connaîtra l'échec de la tyrannie. Et à ce moment-là, les négociations porteraient sur les conditions de reddition de la tyrannie. Mais aujourd'hui, notre peuple est dans une logique de remobilisation, de regain de la confiance combative. Et on veut interrompre cet élan en disant qu'on va aller dialoguer, alors que de par le passé, le pouvoir utilisait les mêmes artifices pour pouvoir s'en sortir. Le pouvoir tyrannique a pour principe de ne rien céder. Et s'il veut négocier, c'est pour se renforcer, c'est pour survivre à la contestation populaire. Il ne faut pas lui donner cette chance-là. Donc le dialogue, strictement, n'apportera rien. Ceux qui croient que par le dialogue, ils vont aller raisonner le tyran, qui vont lui redonner une âme humaine, la bonté perdue, qui vont lui redonner la conscience humaine, se trompent. Parce qu'un régime tyrannique, qui est la parfaite continuité de la colonisation, on ne la raisonne pas. On ne raisonne pas ce type de pouvoir. C'est une erreur stratégique majeure. Tout ce qu'il faut faire, c'est de renforcer les capacités insurrectionnelles, organisationnelles et opérationnelles, c'est-à-dire opérationnelles sur le terrain de nos peuples. C'est ça que le leadership doit faire. Et non interrompre. Vouloir interrompre cet élan, cette dynamique populaire. C'est une erreur stratégique majeure. Et nous ne cesserons de le dire. Même si ça doit nous coûter, bon, nous ne cesserons de le dire. Parce que telle est la loi de l'histoire. Un peuple ne dialogue pas avec ses fers. Celui qui croit dialoguer avec le maître qu'il a en face de lui va vers une désillusion grave. D'ailleurs, Sankara le disait, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Ceux qui croient que le maître va retrouver une bonté pour l'affranchir de ses fers se trompent lourdement. Celui-là sera condamné à ses fers. Donc, le seul choix, la seule voie qui reste à un peuple dominé, emprisonné, embrigadé, c'est de se mettre debout, de faire le point et d'aller vers le combat libérateur. C'est tout. Donc, le dialogue n'apportera strictement rien. Le dialogue va apporter un renforcement du pouvoir en place.
C'est une question de loi de l'histoire. Mais évidemment, si les gens disent qu'ils veulent aller au dialogue, qu'ils y aillent. Mais ils verront par eux-mêmes que bon, on ne change pas les règles, on ne change pas les lois de l'histoire. On ne change pas les lois de l'histoire impunément. Donc, s'ils veulent aller au dialogue, qu'ils y aillent. Je pense que l'histoire togolaise regarde beaucoup d'exemples pour montrer que ce régime-là n'est pas digne de confiance. Ce régime-là, on ne peut pas conclure des accords avec. Ce régime est discrédité depuis les origines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de lui opposer une résistance froide, radicale, systématiquement radicale. Combien de dialogues on n'avait pas eu au Togo? 26 ou 27. Ce régime s'est toujours contenté de tout violer, comptant sur sa solidité et la partie la plus pernicieuse de l'armée pour imposer sa volonté unilatérale le moment venu. Quelles sont les garanties qu'on a qu'en allant conclure un accord avec ce régime, on aura son application? Comme si déjà dans le passé, on n'avait pas eu des accords avec ce régime. Donc, nous sommes dans une logique très claire. Il faut renforcer les capacités insurrectionnelles, opérationnelles de nos peuples. C'est tout. Après, les gens peuvent décider de faire autre chose. Mais nous allons mesurer ce qui va être fait autour de la table de discussion et ce que nous sommes en train de dire. Nous verrons qui aura raison. Mais moi, je sais que c'est notre courant qui a raison. Voilà, c'est la voie la moins coûteuse pour le peuple pour aboutir au changement. Le sang va couler, oui, mais c'est un sang libérateur. Et ce sang coule déjà. Donc, on ne va pas faire comme si on découvrait la nature violente et sanglante, sanguinaire de ce régime. Donc, au lieu de prolonger la durée de vie de ce régime par le biais d'une discussion ou d'un dialogue, mais il faut l'écouter. Il faut écouter la durée de vie de ce régime. C'est sûr que du sang va couler, le sang libérateur. Et ce sang coule déjà. Qu'est-ce qui est nouveau pour le peuple togolais dans ce que nous sommes en train de dire? Quel Togolais n'est pas conscient qu'en s'engageant dans une logique de libération, que le sang va couler? Quel Togolais peut nous dire qu'il ne sait pas ça? Qui ne sait pas cette réalité? Depuis le 19 août, combien de Togolais ne sont pas déjà tombés? Ces gens-là sont nos martyrs. Et lorsque ce régime va tomber, nous allons ériger le nom de ces gens-là en martyrs nationaux. Ces gens, ce sont nos héros qui seront tombés pour la libération du pays. Des écoles, des aéroports, des routes, des rues, des ponts vont porter leur nom. Il y aura des livres qui seront dédiés à ces gens-là. Ces gens-là sont devenus des immortels pour nos pays parce que leur nom sera gravé dans le marbre de l'histoire de nos pays, parce que ces gens-là seraient morts pour nos pays. C'est ça le devoir patriotique que nous devons accomplir. Il y aura des théâtres, il y aura des routes, des livres vont être édités, vont être écrits en leur mémoire. Ces gens-là seront enseignés dans nos écoles comme nos héros. Les Occidentaux qui nous conseillent d'aller dialoguer avec la tyrannie connaissent ça, mais ils ne vont jamais nous apprendre tout ça. Parce qu'ils savent que c'est l'unique voie que l'homme noir a pour recouvrer sa dignité. Donc, ces gens qui aspirent à nous dominer de manière éternelle ne vont jamais nous apprendre ces réalités de leur histoire. Parce que eux-mêmes, quand ils étaient confrontés à des rois, à des tyrannies, ils n'ont jamais cherché à négocier. Ils ont mené des révolutions. Ils ont détruit ces régimes en coupant la tête à leurs rois. Voyez? Donc, c'est ça le travail qui nous attend. Après, les Africains peuvent décider de vouloir s'inscrire dans une logique contre-historique. Bon, après, chacun tirera les conclusions de la voie qu'il aura choisie. Alors, quelqu'un me dit, cher frère, veux-tu préciser qu'est-ce que ça veut dire de s'organiser au-delà des manifestations? Peut-être beaucoup en comprennent le sens abstrait.
de ce terme. Alors, s'organiser au-delà des manifestations veut dire que nous devons réinterpréter la nature de ce régime. Ça, c'est le premier point. Premier point, réinterpréter la nature de ce régime. Ça veut dire que ce régime n'est pas un interlocuteur avec qui on doit dialoguer. Ce régime est l'incarnation de la continuité coloniale de nos peuples. Et si on fait cette première analyse, cela demande non seulement de nous mobiliser, comme on le fait actuellement, Dieu merci, c'est bien, mais surtout de nous organiser autrement. Ça veut dire que si nous considérons le pouvoir comme pas un interlocuteur, mais un syndicat de crime, une organisation mafieuse criminelle qui a privé notre peuple de son pouvoir de décision, ça veut dire que le peuple doit être organisé dans le sens d'une reprise de son pouvoir perdu. Et donc, conséquence logique, pour retrouver le pouvoir perdu, nous n'avons pas besoin d'aller à la plage. Nous ne pouvons pas aller à la plage pour aller chercher le pouvoir, parce que notre pouvoir ne se trouve pas enfoui dans les sables de la plage, ni dans les vagues de l'océan. Il y a des endroits qui incarnent le pouvoir confisqué du peuple. Nous devons nous orienter vers ces endroits-là pour aller rechercher nos pouvoirs. Quand quelqu'un t'arrache ton téléphone portable dans la rue et court dans la direction du marché, tu ne vas pas prendre le chemin de l'hôpital pour aller chercher ce téléphone dans les salles d'hospitalisation de l'hôpital. C'est ça que j'appelle l'organisation pour que le peuple togolais puisse retrouver son pouvoir de décision qui lui a été volé depuis plus de 50 ans maintenant. Ça veut dire aussi que nous avons le pouvoir en face qui va réagir. Et ça, nous devons l'anticiper. C'est ce que j'appelle la planification stratégique. Nous savons que le dernier refuge de ce pouvoir, c'est la violence, parce que ce pouvoir est nu aujourd'hui. Ce pouvoir est totalement nu aujourd'hui. Il ne lui reste que la tour d'ivoire de la violence. Alors, il y a une organisation à mettre sur pied pour pouvoir prendre cette tour d'ivoire. Et je le dis encore une fois, selon les lois de l'histoire, aucune force dans aucun pays n'est arrivée à vaincre un peuple qui se met debout et qui s'organise dans le sens de retrouver son pouvoir de décision confisqué et volé. Je défie qui que ce soit de m'apporter la preuve qu'un peuple a été vaincu par une tyrannie de manière éternelle. Il faut me le prouver. Ça n'existe pas dans l'histoire. Donc, on ne peut pas considérer le peuple togolais comme un peuple qui est éternellement incapable de s'affranchir de cette tyrannie. Aujourd'hui, notre peuple montre qu'il veut s'affranchir et l'opposition institutionnelle veut empêcher cet élan, veut plutôt casser cette dynamique par cette sensibilité à un appel au dialogue qui ne rime du tout à rien. Ça veut dire que dans les rues, on doit avoir des jeunes, des gens qui structurent les manifestations. On doit savoir qui fait quoi, vers où, quand, avec quelle équipe. Ce n'est pas sur Internet que ce n'est pas ici que je vais tout dévoiler. Mais l'organisation veut dire qu'il faut mettre sur pied des équipes avec des cibles bien définies, un calendrier d'action, avec un dispositif moral, intellectuel et psychologique qui puisse analyser les changements et les difficultés qu'on a sur le terrain pour pouvoir proportionner et adapter nos moyens d'action en fonction des difficultés que nous rencontrons. C'est ça l'organisation. Bien évidemment qu'il y a d'autres aspects que je ne peux pas développer ici.